Bonjour à tous. Je pense que la conférence a bien commencé. N'hésitez pas à signaler si vous avez l'impression qu'il y a des problèmes de son ou de vidéo dans le chat. Merci à tous les participants qui sont déjà assez nombreux en cette heure matinale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'hydrogène et pour parler en particulier de la politique de développement de ce vecteur énergétique telle qu'elle est en cours de mise en œuvre. En effet, le développement de ce vecteur est devenu une priorité sur les derniers mois et années, inscrit dans la loi énergie-climat, puis faisant l'objet également d'objectifs dans la PPE, et évidemment avec des crédits à hauteur de 7 milliards d'euros annoncés d'ici 2030. Aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un peu le point sur le développement de la filière, quelques mois après les annonces, de parler en particulier des différents défis économiques qui vont se poser à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons la chance d'avoir 3 intervenants qui représentent chacun à leur façon soit toute ou partie de cette chaîne de valeur. Je vais donc rapidement présenter chacun d'entre eux. Avant cela, pour rappel en termes de format de la séance aujourd'hui, les 3 intervenants que vous voyez déjà sur votre écran vont chacun faire une courte allocution, suite à laquelle nous espérons avoir un échange assez interactif et bien sûr intéressant. Pour cela, il y a une fenêtre de chat normalement sur votre navigateur et nous vous invitons à poser vos questions dans cette fenêtre de chat. A priori, l'idée est plutôt que ces questions seront du coup portées par moi vers les modérateurs. Néanmoins, vous pouvez aussi répondre à des questions directement dans le chat si vous le souhaitez. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais rapidement présenter les 3 intervenants qui nous font le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Dans l'ordre d'intervention, Philippe Boucli, vous êtes président de France Hydrogène, ex-AFIPAC, c'est-à-dire l'association qui fédère les acteurs de la filière française de l'hydrogène et des piles à combustible. Au sein de cette association, vous représentez notamment GRT Gaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à haute pression en France. Et de fait, vous étiez précédemment le directeur général de GRT Gaz et vous avez mené votre carrière au sein de Gaz de France, puis GTF Suez, puis Engie. On ne présente plus l'entreprise. Vous porterez ici le point de vue de la filière hydrogène dans son ensemble au titre de vos responsabilités actuelles. Gabrielle Gauthier, vous êtes depuis 2019 directrice des activités neutralité carbone du groupe Total, avec dans ce rôle la responsabilité des activités autour de toutes les solutions bas carbone, mais aussi des puits de carbone industriels, la capture du carbone et évidemment l'hydrogène. Vous avez en fait commencé votre carrière pour le coup plutôt dans le secteur des télécommunications, avec des responsabilités au sein d'opérateurs, de l'administration, et il me semble que c'est en poste à la Caisse de dépôt que vous avez élargi vos perspectives sur des horizons, y compris énergétiques. Puis après avoir rejoint le fonds Macquarie également sur ces sujets d'infrastructure énergétique et digitale, vous avez récemment rejoint le groupe Total, comme on l'évoquait précédemment. Vous porterez donc ici la vision d'un énergéticien, d'une part, qui est présent sur de nombreux vecteurs énergétiques et pour lequel l'hydrogène est du coup un vecteur énergétique porteur d'opportunités de croissance, mais aussi comme un utilisateur d'hydrogène, puisque les raffineries sont historiquement un des types d'utilisateurs d'hydrogène. À ce titre, vous rejoindrez peut-être Stéphane Delperroux, qui travaillait chez ArcelorMittal depuis toujours. Vous y avez exercé diverses responsabilités, principalement autour des sujets de consommation énergétique du groupe. Et depuis janvier 2018, vous êtes directeur des affaires publiques
d'ArcelorMittal France. Il est important de noter aussi que depuis décembre 2019, vous êtes président d'A3M, la Fédération française des métaux, mines et minerais, ainsi que vice-président de l'UNIDEN, Fédération des industries d'énergie intensives. Vous porterez donc ici plutôt la voix des usagers de l'hydrogène actuel, au titre de son rôle comme matière première, mais aussi futur, dans le cadre d'éventuelles conversions d'usage. Je vais donc vous laisser la parole chacun à votre tour. Je me permettrai, si vous deviez perdre la notion du temps, de me manifester à nouveau, et sinon on se retrouve pour un échange de questions et réponses dans quelques temps. Merci. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation à participer à cette table ronde avec donc des partenaires des différents domaines, que ce soit de la production ou de la consommation. Je vais tenter de faire le point de où on en est en matière d'hydrogène en France et où en est la filière. Donc cette filière bénéficie d'une très forte dynamique qui s'est encore accentuée depuis le 8 septembre dernier, puisque c'est le 8 septembre dernier que deux ministres, Bruno Le Maire et Barbara Pompili, ont présenté une stratégie nationale hydrogène. Je vais évidemment développer. Ce que je peux dire au niveau de France Hydrogène, d'abord, nous avons changé de nom. Nous étions avant AFIPAC, qui était plutôt ancien régime, je dirais. France Hydrogène pour vraiment montrer que nous souhaitons développer une filière française de l'hydrogène compétitive. Nous comptons actuellement 320 membres. Nous étions 120 en début 2019. C'est pour vous dire la dynamique d'adhésion et donc ce dynamisme des acteurs français de l'hydrogène. Je ne vais pas m'étendre sur les différents membres. Vous pouvez voir ça sur le site de l'association. Ce que je tiens à souligner, c'est que toutes les régions de France sont adhérentes de l'association, ce qui est particulièrement important pour le développement de l'hydrogène et dans les territoires. Et toutes les régions ont soit une stratégie, soit une feuille de route avec des budgets qui sont alloués au développement de l'hydrogène dans la région. Nous sommes membres du Conseil national de l'hydrogène. Le Conseil national de l'hydrogène, c'est, disons, l'instance de gouvernance qui va suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale hydrogène. Cette stratégie nationale hydrogène, elle repose sur 3 axes: décarboner l'industrie et en faire une base pour passer à l'échelle en matière de production d'électrolyseurs en France. Donc, développer une filière française de l'électrolyse compétitive. Deuxième axe, sans aucune priorité entre ces différents axes, hein, évidemment. Deuxième axe, développer une mobilité professionnelle, mobilité lourde, mobilité intensive. Et troisième axe, maintenir un haut niveau d'excellence en matière de recherche, développement et d'innovation. 7,2 milliards d'euros sont alloués par le gouvernement au développement de cette stratégie, avec la volonté d'aller vite, puisque le souhait de Bruno Le Maire, c'est que 2 milliards soient engagés avant la fin 2022 et 3,4 milliards avant la fin 2023. Et donc, je disais, une gouvernance qui va suivre la mise en œuvre de cette vision, cette stratégie. Ce Conseil national de l'hydrogène s'est d'ailleurs réuni une première fois le 25 février dernier et il a été constaté que la France, par les moyens mis en œuvre et par la stratégie qui est développée, est parmi le peloton de tête des pays qui, dans le monde, développent l'hydrogène. Il y a dans le monde actuellement plus de 30 pays qui développent une stratégie hydrogène. Et la France est parmi les leaders aux côtés de l'Allemagne, du Japon, de la Chine, de la Corée. Nous sommes également présents dans les instances européennes et notamment membres de la Clean Hydrogen Alliance, l'Alliance pour l'hydrogène propre, où nous sommes à la table ronde sur les applications industrielles. On sera peut-être amené à y revenir. De quoi s'agit-il maintenant? Il s'agit disons, on est au pied du mur, il s'agit de créer un marché
créer un marché de l'hydrogène. L'hydrogène est jusqu'à présent considéré comme un produit chimique. Il acquiert le statut de vecteur énergétique. Il va devenir une commodité. Et il faut donc créer à la fois l'infrastructure pour de la logistique, pour transporter, distribuer, et donc l'infrastructure également de recharge pour les véhicules. Il faut créer les produits, développer l'offre industrielle, développer la production d'électrolyseurs, développer la production de piles à combustible, la production de camions, de bus, de bateaux et peut-être dans un peu plus tardivement d'avions. Il faut adapter la réglementation, il faut développer les usages. Je pense que Stéphane parlera de l'acier, mais développer également dans le domaine du ciment et dans un certain nombre de domaines industriels. Les enjeux sont de 3 ordres. Il s'agit d'affirmer que la neutralité technologique, c'est-à-dire de défendre une certaine neutralité technologique. Il est clair que l'ennemi est le carbone, et donc que tous les moyens sont bons pour éviter de rejeter du carbone dans l'atmosphère. C'est tout le débat auquel on a assisté et qui n'est pas complètement terminé à Bruxelles sur ce qu'on appelle la taxonomie verte, c'est-à-dire quels sont les domaines qui peuvent bénéficier de financements européens et quels sont ceux auxquels ce sera refusé. Et dans ce domaine, nous avons milité pour que le seuil retenu pour l'émission de carbone liée à la production d'hydrogène ne soit pas trop bas. Initialement, il y avait un seuil de 2,256 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène, seuil que nous jugions bas et qui ne permettait pas d'utiliser le mix électrique français, qui est largement décarboné. Et au final, pour l'instant, il y a un chiffre qui demande encore à être confirmé, mais qui est de 3 kilos de gaz carbonique par kilo d'hydrogène, qui permet justement d'utiliser ce mix électrique français, ce qui nous donne des perspectives intéressantes pour la production d'hydrogène bas carbone. Là aussi, on pourra revenir, si vous voulez, sur ce point-là. La question qui se pose, c'est, bon, d'accord, il n'est de valable que de l'hydrogène renouvelable, mais y aura-t-il assez d'électricité renouvelable pour produire cet hydrogène renouvelable? Donc, nous sommes engagés en tant qu'association dans une vaste étude de l'équilibre emploi-ressources de l'hydrogène à l'horizon 2050. Je dis 2050 parce que d'abord, ce sont des sujets qui doivent se penser dans le temps long. Et surtout, jusqu'à 2030, je dirais, les dés sont jetés, et les moyens sont, pour l'essentiel des gens, en place et, disons, on n'a pas trop de crainte quant à la capacité à produire l'électricité décarbonée pour produire cet hydrogène décarboné. À l'horizon 2050, il faudra tenir compte du développement économique, des efforts d'efficacité énergétique qui auront été faits, de l'évolution des démographies. Également, est-ce qu'il y aura un maintien du programme nucléaire en France ou pas? Je dirais comme terme de bouclage, il faudra également voir s'il faut considérer l'importation d'hydrogène ou pas. C'est dès à présent ce que considèrent les Allemands, considèrent qu'ils n'auront pas assez d'électricité renouvelable, où disons ça va prendre du temps à les mettre en place, et dès à présent, ils ont dans leur stratégie, ils ont alloué 2 milliards pour développer des projets à l'international qui permettront l'importation d'hydrogène en Allemagne. Donc, neutralité technologique. Deuxième enjeu très important, je disais, il s'agit maintenant de créer un marché, de développer donc l'hydrogène et les technologies qui y sont attachées. La question de fond, c'est que ces technologies sont encore chères et c'est évidemment un frein à leur développement rapide.
Il faut évidemment poursuivre les efforts de recherche-développement, mais à l'instar de ce qui s'est fait sur d'autres technologies, disons, la baisse des coûts viendra également de l'industrialisation, de l'automatisation des usines, du passage à l'échelle, c'est-à-dire produire massivement, ce qui jusqu'à présent était plutôt produit de façon artisanale. Quelques exemples, vous avez des Kangoo en France, des Kangoo à hydrogène qui roulent. Vous avez 300 Kangoo sur un parc qui est de plusieurs millions de véhicules. Toyota, le grand Toyota, est passé à un rythme de 30 000 véhicules par an. Jusqu'à l'année dernière, c'était 3 000 véhicules par an. Les chiffres de Hyundai sont du même ordre de grandeur. Donc, ce n'est évidemment pas à l'échelle pour développer cette mobilité hydrogène. Enfin, ce sont des exemples dans la mobilité. Pour vous donner une idée du changement d'échelle nécessaire, il y a en France actuellement moins de 6,5 mégawatts d'électrolyseurs spécifiques pour la production d'hydrogène. Je ne parle pas des électrolyseurs qui servent à faire d'autres produits chimiques et qui produisent de l'hydrogène en coproduit, je dirais. Mais ceux qui sont spécifiques, vous en avez un à Pau pour les bus, vous en avez un dans le nord, près de Lens, également pour des bus. Au total, on arrive à peine à 6,5 mégawatts. La stratégie nationale fixe un objectif de 6 500 mégawatts, donc un facteur 1000 entre maintenant et 2030. Pour arriver à ce changement d'échelle, il faut sortir d'une approche en silo, il faut véritablement mutualiser les usages, regrouper les projets, faire en sorte qu'on arrive à des projets de taille. Jusqu'à présent, et c'était très bien, on a plutôt développé des démonstrateurs pour démontrer que ces technologies marchent et peuvent fournir des solutions pour la transition écologique. Il s'agit maintenant de passer à l'échelle industrielle et donc de massifier. Ce que nous voyons, c'est que notre vision du développement, c'est que ce développement se fera dans des bassins qui sont soit des ports, comme Dunkerque, Le Havre, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Fos-Marseille, soit des vallées, l'axe Seine, donc la vallée de la Seine, la vallée du Rhône, ou à proximité des pays voisins, à proximité donc dans le sud, entre le bassin de Lac et, disons, l'Espagne, et au nord, entre la région de Carlin, Saint-Avold et la Sarre, en Allemagne, donc des projets européens déjà, de production et distribution d'hydrogène. Ces bassins seront finalement la conjonction d'écosystèmes qui sont par exemple les plateformes portuaires elles-mêmes, mais aussi des plateformes aéroportuaires, des plaques industrielles, je pense à la vallée de la chimie au sud de Lyon, ou également des plateformes logistiques. Donc c'est en mutualisant les usages au niveau de ces différents écosystèmes qu'on peut espérer changer d'échelle et atteindre la baisse des coûts espérée. Troisième enjeu, il s'agit de réindustrialiser. Le ministère de l'économie est très clair là-dessus. Il faudra être très vigilant quant à l'impact que ce développement aura sur l'industrie française. Le ministre Bruno Le Maire souhaite absolument éviter ce qui s'est passé sur le photovoltaïque, où finalement l'argent du contribuable français a surtout permis de développer une industrie du panneau photovoltaïque en Chine. Donc il s'agit là maintenant de forcer, de bien mesurer l'impact local, développer le contenu local des projets et faire finalement de l'hydrogène un vecteur de réindustrialisation. Donc pour notre part, en tant qu'association, nous avons travaillé aussi sur la préparation de la main-d'œuvre de demain, c'est-à-dire nous avons établi, c'est un livre blanc qui vient de paraître, que vous trouvez sur notre site, un livre blanc, d'un référentiel des compétences métiers utiles dans le domaine de l'hydrogène. 84 métiers sont concernés
avec dès à présent des tensions sur une quinzaine d'entre eux. Ça va du soudeur au technicien de maintenance jusqu'au chef de projet. Disons, ce travail préliminaire absolument nécessaire va être complété par un travail sur les formations. Donc, une identification des formations qui existent et voir, ça c'est un travail qui sera fait en commun avec le ministère de l'Enseignement de la Recherche, l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec certaines régions telles que l'Occitanie ou la Normandie qui sont dès à présent très actives dans ces domaines et qui permettra ensuite soit d'adapter les formations existantes, soit de créer des formations nouvelles. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en propos liminaire à cette table ronde. Catherine, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette tenue du temps exemplaire. Je passe donc la parole à Madame Gauthier. Bonjour à tous et à toutes et merci de donner la parole à un énergéticien qui est Total. Ma première remarque sera que c'est vrai qu'il y a un hype sur l'hydrogène aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, mais c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, on a toujours fait de l'hydrogène sans en parler. Et il y avait un article dans le Monde hier qui rappelait que l'hydrogène, c'est pas nouveau, c'est très ancien. Alors, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a ce débat et sur la nécessité rapide de l'hydrogène? C'est essentiellement tout le débat sur la transition énergétique et sur la nécessité sur une planète où la population explose et où les besoins en énergie explosent, c'est l'urgence climatique. C'est comment fournir à une population croissante et à des besoins croissants une énergie de plus en plus décarbonée. Avec un système énergétique qui est en pleine évolution, avec une décentralisation et en même temps une mondialisation. Voilà. Alors, l'hydrogène, ce n'est pas une énergie primaire, c'est un vecteur de cette transition énergétique, c'est un vecteur d'énergie. Pour Total, en fait, depuis toujours, on est un énorme consommateur d'hydrogène gris, qui d'ailleurs est un gros facteur de pollution, parce que la production d'hydrogène, pour aujourd'hui, une tonne d'hydrogène produite, c'est quasiment 10 tonnes de CO2 émises. Donc, la première urgence, c'est la décarbonation de ces usages industriels. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Total a créé cette BU dans ma direction, dans la direction carbone neutralité, c'est que les premiers usages, c'est les usages industriels et c'est l'urgence, et je pense que Stéphane Delperroux aura la même vision, c'est l'urgence de décarboner ce qui aujourd'hui est l'usage le plus important de l'hydrogène, qui sont les usages industriels. Demain, les usages de l'hydrogène ne seront pas, et l'industrie ne sera peut-être pas forcément le premier utilisateur d'hydrogène, mais aujourd'hui, c'est l'industrie. 99% des usages de l'hydrogène, c'est des usages industriels. La deuxième, donc l'urgence pour Total d'aller, c'est de décarboner sa propre consommation. Le deuxième facteur, c'est que avec le développement massif des énergies renouvelables, photovoltaïques et éolien, c'est un très bon complément en termes de stockage, puisque c'est bien plus efficace. Toutes les batteries du monde, si tous les systèmes énergétiques venaient à cracher, il y aurait de l'énergie avec les batteries pour quelques minutes, même pas, je crois. Et donc, alors qu'avec l'hydrogène, c'est un vecteur de stockage essentiel. Et effectivement, troisièmement, après les usages, c'est la mobilité, qui mettra un peu plus de temps. Donc, je rejoins Philippe Boucli quand il dit que tout ça, il y a une grande temporalité. Moi qui viens du secteur des télécoms, où une génération, c'est 3-4 ans, on discute là de transition à 2030, 2040, 2050. Donc, il faut absolument voir ça dans le temps, même si, malheureusement, il y a une urgence climatique, avec cette urgence de 2 degrés. Alors, c'est vrai que toutes les projections montrent, l'Hydrogen Council montre qu'il faudra en 2030 100 millions de tonnes, alors qu'on en produit juste quelques tonnes aujourd'hui, et qu'en 2050, plus de 500 millions de tonnes seront nécessaires. La répartition dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a de gros débats sur qu'est-ce que c'est. Je vois un certain nombre d'interlocuteurs, dont Christine Le Bihan-Grave, que je salue, qui demande c'est quoi l'énergie décarbonée. Alors on peut avoir, et selon les
pays, et Philippe Bouclé rappelait la taxonomie européenne, différentes appréciations et des débats sans fin sur les couleurs de l'arc-en-ciel de l'hydrogène, entre le bleu, qui, je rappelle, est fabriqué à partir de méthane et de réformage du méthane et de captage avec des technologies de captage de CCS, de CO2, le jaune, qui, dans un pays nucléaire comme nous, est fabriqué à partir de l'énergie électrique nucléaire, ou le vert, qui, pour certains pays, est la seule chose qu'ils considèrent, comme les Allemands, et certes, mais qui a certaines limites aujourd'hui, et on espère qu'il va se développer rapidement, qui est fabriqué à partir d'énergie renouvelable. Je pense qu'on aura besoin de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel assez rapidement. Et là aussi, la temporalité a du sens, c'est-à-dire que l'urgence, c'est de décarboner pour des questions, comme Philippe Bouclé l'a bien rappelé, de compétitivité, de maintenance de capacités industrielles en Europe et en France, c'est de décarboner rapidement dans des coûts acceptables. Aujourd'hui, le bleu est plus acceptable que le vert, et puis d'aller aussi vite qu'on peut, effectivement, vers du vert. Voilà. Donc la temporalité a une grande importance. Alors, la question qui nous anime aujourd'hui, c'est, on voit tous ces plans de relance, tout cet argent public, ça ne sera pas durable à terme si on n'a pas un modèle économique, comme celui qui a été fait dans les énergies renouvelables. Et pour avoir été une investisseur dans tout ce qui n'est pas rentable ou qui n'a pas une propre logique économique à long terme n'est pas durable. Donc, il nous faut rapidement instaurer le cadre qui permette, certes avec un petit boost d'argent public et de subventions publiques au départ, notamment pour les nouvelles technologies, mais un cadre qui nous permette d'attirer l'argent privé, et notamment celui qui s'est massivement placé dans des fonds d'infrastructure, qui ne demandent qu'à s'investir. Nous sommes en train d'essayer de lever un fonds avec un certain nombre de grands acteurs industriels de la filière, qu'ils soient européens d'ailleurs, américains ou asiatiques, pour lancer ces infrastructures hydrogènes. Donc, il faut rapidement trouver, au-delà des subventions publiques, un modèle économique soutenable. Les projets qui seront soutenus, d'ailleurs, vont évoluer dans le temps. Je vous ai dit qu'en premier, c'est les projets industriels qui arrivent d'utilisation industrielle de cet hydrogène produit. Dans le temps, bien évidemment, l'autre facteur très important, c'est la capacité de transport de cet hydrogène. Et donc, le couple production-transport, là aussi, va évoluer dans le temps. Il va, dans un premier temps, être plus local, comme on l'a rappelé, autour de hubs régionaux. À terme, comme le gaz, comme le LNG, il va, avec la possibilité de transporter cet hydrogène, qui se transporte, le gaz se transporte mieux que l'électricité, à un coût bien moindre. Donc, il faut développer ce transport en convertissant des réseaux de gaz existants, en développant la capacité d'injecter dans des réseaux existants aussi, mais en développant également, et c'est ce que nous sommes en train de faire, des bateaux, le gaz, parce que certes, il est intéressant de voir où ça se passe, et c'est indispensable que nous sécurisions avec un plan de relance européen des capacités de production locale, sans être naïf, comme l'a rappelé Philippe Bouclé, sur les gros enjeux industriels qui se jouent derrière. Et là encore, j'utiliserai mon expérience des télécoms et de la façon dont les plans de relance dans les télécoms ont effectivement, non seulement, il a donné l'exemple dans le photovoltaïque où l'argent public a été financé des capacités de production chinoises. Dans les télécoms, la naïveté de l'Europe a fait que l'industrie des télécoms chinoises a tué l'industrie européenne. Et je l'ai vécu chez Alcatel-Lucent. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune... donc, il ne s'agit pas de reproduire ça dans l'industrie d'électrolyse. Il faut être très vigilant à ça, en passant par l'Afrique d'ailleurs. Donc, on pourra en reparler si vous voulez. Mais donc, le couple production, de localisation production. Au départ, la production, les pays producteurs, à coût raisonnable,
la géographie de cette production ne colle pas avec la géographie de la demande. On sait déjà qu'il y a des pays qui vont être très importateurs, ils l'annoncent, l'Allemagne, le Japon, et des pays qui se positionnent comme producteurs bas coût, avec des gigafactories massives. Donc, il s'agit de voir en Europe comment allons-nous faire pour capter et pour harmoniser justement la localisation de cette production avec l'utilisation. Alors, quels sont les modèles économiques? Les modèles économiques, nous, on y réfléchit avec divers pays, on regarde un peu ce qui se passe. Il s'agit, là encore, de tirer l'exemple de ce qui s'est fait dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'il va falloir monter des partenariats publics-privés, mais en cherchant à attirer l'argent privé et en dérisquant l'argent privé sur le long terme. Alors, l'expérience allemande est assez intéressante. Je crois que vous avez vu qu'ils sont en train de monter, en fait, une compagnie qui s'appelle Hydrogen Intermediary Network Company, où ils vont assurer, dotés d'argent public, qui va faire le lien, qui va conclure des HPA, des Hydrogen Long-Term Hydrogen Purchase Agreements, avec des producteurs pour importer cet hydrogène, et en même temps conclure des Hydrogen Service Agreements de court terme avec des utilisateurs, les aciéristes, la chimie, les raffineries, les transporteurs, de court terme pour ajuster au mieux les prix de l'hydrogène acheté à l'évolution du marché. Et donc, c'est Contract for Difference, en gros, c'est peut-être quelque chose qu'il faut auquel on réfléchisse et qu'on fasse des propositions au pouvoir public, que ce soit à l'Europe ou aux États, la France, l'Allemagne, pour permettre de faire émerger des modèles économiques qui attirent les fonds d'infrastructures privées, qui, eux, vont vouloir s'investir sur le long terme et construire les infrastructures, que ce soit les infrastructures de production, les infrastructures de transport ou les infrastructures de distribution. Les stations de distribution vont également nécessiter des investissements très lourds, c'est des milliards qu'il nous faut. Heureusement, on a quelques années, mais il y a une urgence, encore une fois, climatique pour s'investir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Nous, on est au milieu de ça, sans négliger l'Europe. L'Europe est un grand utilisateur, puisque nous sommes, avec nos raffineries, c'est le premier usager que je cherche, moi, à servir dans cette nouvelle capacité de production que Total est en train de mettre en œuvre. Évidemment, on a un projet sur le territoire national avec Engie, autour de la Med, qui est des deux fosses, donc dans le sud, là, il y a tout un hub pour servir à des usages industriels, puis peut-être des usages de transport public. Autour de nos raffineries, on réfléchit à des choses autour du Havre, on réfléchit à des choses autour de notre raffinerie ZR aux Pays-Bas et autour de l'OINA, où d'ailleurs on a des expérimentations pour servir des usages également d'usage de l'hydrogène combiné à du CO2, puisqu'il est essentiel également de trouver des usages à ce CO2 fatal produit pour faire des fuels synthétiques, qui sont également un des débouchés industriels importants. Donc, il y a ça. Et puis, on réfléchit dans le monde, on regarde ce qui bouge, on discute avec le Japon, on discute avec des pays qui veulent se positionner comme des gros producteurs, que ce soit en bleu, qui ont du gaz, les produits des gros producteurs de gaz vont déjà massivement essayer de produire de l'hydrogène bleu dans un premier temps, et les pays qui ont des surfaces pour produire des renouvelables, je pense à l'Amérique du Sud ou l'Australie ou les Émirats arabes unis ou l'Afrique sont en train de réfléchir à des gigafactories de production d'hydrogène vert. Donc, le monde de l'hydrogène est un monde passionnant qui bouge. Il faut que l'Europe et la France tirent rapidement leur épingle du jeu, et ça passe par des modèles économiques non naïfs, mais pour la meilleure utilisation de cet argent public du plan de relance, afin de faire un levier avec cet argent public sur l'argent privé. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci beaucoup. Et avant de passer la parole à M. Delperroux, très rapidement, j'ai commis un impair en vous invitant à poser vos questions dans le chat, mais c'est bien dans la zone de questions qu'il faut poser vos questions, puisque c'est là que, d'une part, vous pourrez avoir éventuellement des réponses en direct par écrit, et tout simplement que c'est à cet endroit-là qu'on les agrège, et c'est le bon endroit où être pour les porter sur la scène. Voilà. Merci beaucoup, et du coup, la parole à M. Delperroux. Donc, merci de me donner la parole après la vision très globale, exhaustive donnée par Philippe et puis le point de vue d'un énergéticien utilisateur final par Gabriel.
pour donner le point de vue d'un pur, j'ai envie de dire, utilisateur final. Alors pour commencer, moi je propose je préfère expliquer pourquoi de l'hydrogène à l'avenir pour la sidérurgie, pourquoi pas aujourd'hui ou peu. Et pour ça, il faut comprendre comment on produit de l'acier. Alors un peu de métallurgie, mais de base, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour vous expliquer qu'en fait, il y a deux types d'acier. Donc, de façon générale, l'acier secondaire que l'on produit en recyclant du vieil acier, donc de la ferraille, pour lequel on n'a pas besoin d'agents réducteurs, et puis l'acier primaire que l'on produit à partir de minerais de fer, et pour lequel le carbone, qui après fait qu'on émet du CO2, est utilisé comme agent réducteur. Pourquoi? Parce que le minerai de fer, c'est de l'oxyde de fer, donc c'est du fer rouillé en quelque sorte. Donc c'est du fer avec de l'oxygène, donc on a besoin de carbone pour enlever cet oxygène et donc on émet du CO2. Donc l'idée à terme, c'est de prendre de l'hydrogène et que cet hydrogène de faire de l'eau au lieu de faire du CO2. Donc en ordre de grandeur aujourd'hui, entre la production d'acier primaire, la production d'acier secondaire, au niveau mondial, on doit être à peu près à 80% d'acier primaire et 20% d'acier secondaire. Ça va évoluer dans le temps, du fait de la hausse de la demande d'acier, du fait du développement des pays en voie de développement. On devrait être en 2050, d'après nos projections, à quelque chose comme 60-65% d'acier primaire et le reste en acier secondaire. On aura toujours besoin de cet acier primaire, donc de production à partir de minerai de fer, dire qu'on a besoin, qu'on peut remplacer et réduire complètement nos émissions de CO2 par de l'acier secondaire, ce n'est pas réaliste. Et au niveau européen, aujourd'hui, on est à peu près à 60% d'acier primaire et 40% de secondaire. Et en 2050, nos projections nous amènent à l'inverse, donc 40% d'acier primaire et 60 d'acier secondaire. Donc on va pouvoir réduire nos émissions en recyclant de la ferraille, plus de ferraille, mais on aura toujours besoin d'acier primaire, donc de décarboner le procédé actuel qui se fait à partir de hauts fourneaux. Donc ça, c'est pour bien comprendre de quoi on parle. Donc au niveau français, si on veut faire un focus sur la France, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur, 2 tiers de filières intégrées et 1 tiers de filière électrique. Et ArcelorMittal en France donc, est à 5 hauts fourneaux sur 2 sites. Donc, c'est la filière intégrée qui émet beaucoup de CO2, avec une production d'environ 10 millions de tonnes d'acier par an et qui émet 20 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est beaucoup. Sont beaucoup d'émissions de CO2, mais c'est également un gisement très important de réduction en se concentrant sur 2 sites seulement. Avec en tête que ce qui n'est pas émis en France, dans tous les cas, a été mis en dehors. Et aujourd'hui, on le voit au niveau européen, les imports ont pris de la place sur le marché européen avec des baisses de production au niveau européen et avec des productions hors Europe qui émettent plus de CO2. Donc, c'est le principe de la fuite de carbone et de l'empreinte carbone. D'où l'importance de décarboner nos procédés en France pour réduire les émissions au niveau global. Donc, si je reviens sur la stratégie si je parle de la stratégie d'ArcelorMittal au niveau européen et mondial, donc, on adhère complètement aux objectifs de l'accord de Paris. Et donc, pour prendre part, on va dire à l'effort de lutte contre le changement climatique, on a comme objectif de réduire nos émissions de CO2 de 30% en Europe d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone au niveau mondial d'ici à 2050. Donc, l'hydrogène a sa place dans ce dispositif-là. Or, comment? Tout simplement parce qu'on a plusieurs axes pour nous décarboner. Tout d'abord, le progrès continu, avec tout d'abord l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est, on va dire, un levier historique pour lequel on a peu de gisements à terme, puisqu'on a déjà beaucoup travaillé dessus. Et comme je l'ai dit, en fait, nos émissions sont des émissions de process, donc pas peu d'émissions liées à la consommation purement énergétique. On a l'augmentation du recyclage de l'acier. Ça aussi, je l'ai dit, on va avoir plus de ferraille disponible. L'Europe, en plus, aujourd'hui, exporte de la ferraille vers des pays comme la Turquie, qui après, en retour, nous envoie son acier. Donc, l'idée, c'est de le recycler principalement en Europe et donc de produire moins d'acier primaire et plus d'acier secondaire. Et après, pour l'acier primaire, on a 2 voies innovantes qui sont développées sur nos sites européens, avec déjà 300 millions d'euros engagés pour financer des essais des pilotes. Tout d'abord, la voie qu'on appelle Smart Carbone, en français, on va dire au fourneau vert, c'est révolutionner garder le haut fourneau, mais le révolutionner pour produire de l'acier neutre en carbone. Ça peut être en recyclant, par exemple, le gaz sidérurgique et remplacer le coke ou le charbon qu'on met dans l'eau fourneau. Ça peut être du CCS, donc le capture et le stockage du CO2. Donc, on travaille, par exemple, avec Total et l'IFPEN pour développer un pilote industriel sur le site de Dunkerque. Ça peut être du CCU, donc Carbon Capture and Usage. Et on a également un projet, par exemple, à Fos, qui utilisera de l'hydrogène pour faire, à partir du CO2 dans nos gaz sidérurgiques, faire des produits de base pour l'industrie chimique.
Et on a l'autre voie qui est plus innovante, sur laquelle je vais m'appuyer un peu plus, qui est notre priorité aujourd'hui dans le groupe en Europe, c'est la réduction directe du minerai de fer à partir d'hydrogène, ce qu'on appelle le DRI, pour Direct Reduced Iron, donc la réduction directe du minerai de fer à partir d'hydrogène, qui existe déjà aujourd'hui dans le monde. On a un seul site en Europe comme ça, mais qui se fait à partir de gaz naturel. Donc c'est du gaz naturel qui est craqué dans un réacteur, qui fait de l'hydrogène et du CO. Et à terme, l'idée, c'est de faire qu'avec de l'hydrogène pour ne plus émettre de CO2. Tout ça va avoir un coût, donc d'où la discussion sur les politiques publiques et comment affecter les coûts pour bien décarboner notre industrie. Alors, on a fait un chiffrage au niveau européen de combien coûtera cette feuille de route de décarbonation. Donc, sur la seule empreinte industrielle d'ArcelorMittal en Europe, si on regarde sur la filière au fourneau vert, c'est 15 à 25 milliards d'euros pour nos assets industriels. Et si on ajoute la part liée aux infrastructures d'énergie propre, notamment l'hydrogène, donc extérieur à ArcelorMittal, ce ne serait pas nous qui investirions, on est à 165 milliards d'euros d'ici à 2050 et des coûts d'opération qui vont augmenter 30 à 60%. Et si on regarde la route DRI innovante, c'est encore plus cher puisqu'on est à 30 à 40 milliards d'euros de CAPEX pour ArcelorMittal en Europe et des surcoûts, si on inclut l'infrastructure d'énergie propre, de 200 milliards d'euros. Et en termes d'OPEX, donc en coût d'opération, on va dire annuel, on est à 50 à 80% de surcoût si on se compare à la filière intégrée aujourd'hui, donc si on se compare à des compétiteurs en dehors de l'Europe, en attendant qu'eux-mêmes prennent la même voie de décarbonation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'acier peut être fabriqué sans émettre de CO2. Il y a encore un peu de R&D, de mise en œuvre industrielle, mais on peut le faire. Mais ça nécessite de mettre en œuvre les décisions politiques, les bonnes décisions, notamment de soutien financier et de mise en œuvre d'une bonne infrastructure et de livraison d'hydrogène, si on parle de l'hydrogène lui-même. Et également, c'est une question de concurrence extra-européenne. Il ne suffit pas de régler le sujet de l'hydrogène pour régler notre problème. Il y a la question de level playing field de façon générale. Il y a la surcapacité mondiale de production d'hydrogène, d'acier. Donc, il y a des questions de dumping, de subsides à l'étranger qui ne sont pas possibles, qui ne devraient pas être tolérés. Ça, c'est un premier sujet. La question également de level playing field climatique. Si on met en œuvre des politiques de coût du CO2 en Europe, il faut pouvoir faire de même à l'étranger ou alors faire en sorte qu'aux frontières de l'Europe, l'acier qui arrive donc soit également soumis à des coûts du CO2. Donc, c'est la question du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, et là, je reviens à la notion d'empreinte carbone dont je parlais tout à l'heure. Si on veut régler notre problème, il y a la question de l'hydrogène, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global. Si je reviens plus spécifiquement donc, au développement de la technologie DRI, donc au projet de réduction directe du minerai de fer à partir d'hydrogène. Donc, on a un pilote qui est en cours de réalisation sur notre site en Allemagne et à Hambourg, pour un pilote qui est de 100 000 tonnes par an. Donc, je rappelle, nous, au niveau français, on produit à peu près 10 millions de tonnes d'acier par an. Et au niveau mondial, si je compare, la Chine, c'est plus d'1 milliard. Donc, on voit que la Chine pèse beaucoup par rapport au reste du monde. Donc, là, c'est une notion de compétition de level playing field. Et le pilote, donc, à Hambourg, c'est 100 000 tonnes par an d'acier. On a déjà une usine de production à partir de DRI au gaz naturel. L'idée, c'est de faire un petit pilote industriel, petit, mais déjà à l'échelle industrielle, pour produire de l'acier à partir d'hydrogène, 100% hydrogène. Donc, au début, avec de l'hydrogène gris, parce qu'on a besoin que l'hydrogène soit disponible dès le départ, et après avec de l'hydrogène vert. Et l'idée, c'est de démarrer, si je ne me trompe pas, c'est vers 2023-2024. Et on a un projet de taille à grande échelle sur le site de Dunkerque à développer dans la deuxième partie de cette décennie pour une installation de 2 millions de tonnes d'acier par an, c'est l'ordre de grandeur d'un haut fourneau. Donc l'idée, c'est de remplacer un haut fourneau actuel par une installation de DRI sur base hydrogène qui serait au démarrage avec du gaz naturel et pour monter petit à petit avec de l'hydrogène. Mais à terme, on aurait toujours besoin d'un petit peu de gaz naturel malgré tout dans ce procédé-là, dans la technologie qu'on a choisie. Si on regarde en termes on parlait de politique publique, de soutien. Pourquoi a-t-on besoin de soutien? Tout simplement parce qu'une installation de ce type-là, l'ordre de grandeur, c'est 1 milliard d'euros d'investissement, même plus d'1 milliard d'euros, rien que pour l'installation sidérurgique, sans parler de l'approvisionnement en hydrogène.
En termes de coûts d'opération et de maintenance, en termes d'OPEX, ça chiffre facilement également en centaines de millions d'euros, avec notamment la question du prix de l'hydrogène. Les projections de prix d'hydrogène d'ici à 2030, par exemple, nous amènent à considérer qu'il faudrait diviser ce prix par 3 pour être compétitif par rapport à la filière au fourneau. Donc, il y a vraiment une importance d'avoir le soutien financier nécessaire pour que on le fasse en France. Sinon, on sera obligé d'arrêter nos fourneaux, tout simplement parce que toute capacité qui ne sera pas décarbonée assez rapidement, compte tenu des politiques européennes d'augmentation du coût du CO2, ne seront plus viables. Donc, si on ne le fait pas en France et en Europe, on devra fermer ses capacités et donc on importera de l'acier de Chine, de Turquie ou d'ailleurs. En termes de potentiel de réduction des émissions, je parlais qu'on aimait beaucoup, mais il y a une capacité de réduction qui est très importante pour ce projet-là. Donc, pour 1/5 de notre capacité de production française, on parle de quasiment 3 millions de tonnes de CO2 évitées. Donc, si on fait le calcul du rapport entre le coût en euros et les tonnes de CO2 évitées, si on prend en compte la probabilité d'y arriver, c'est-à-dire qu'elle est quasi certaine pour un projet comme ça, par rapport à, par exemple, la rénovation thermique qu'on a besoin de faire, mais qui est beaucoup plus diffuse et avec un impact qui est plus difficile à chiffrer, on se rend compte que ce sont des projets qui sont tout à fait intéressants pour nous décarboner fortement et contribuer significativement à la stratégie nationale bas carbone. C'est pour ça que ce projet est candidat au PIEC, donc hydrogène. Les PIEC, ce sont les projets importants d'intérêt européen commun, un cadre européen où plusieurs États membres, dans ce cas-là, je crois que Philippe pourra me corriger, mais je crois que c'est 22 États membres qui se joignent pour porter un projet sur l'hydrogène au niveau européen et qui autorisera, donc l'Europe autorisera les États membres à donner des aides d'État à des niveaux plus importants que si on était dans un cadre classique. Il y a eu par le passé le PIEC batterie. Donc là, c'est un autre PIEC tout à fait significatif. Comme je l'ai dit, on démarrera au début avec du gaz naturel pour passer après à de l'hydrogène. Et à terme, le besoin qu'on projette avec cette technologie qui n'est pas 100% hydrogène, c'est de l'ordre de 60 kilotonnes à 120 kilotonnes par an, ce qui veut dire 400 à 800 mégawatts de production d'hydrogène, donc qui est un besoin vraiment important, d'où la nécessité d'avoir l'infrastructure de production et de transport d'hydrogène qui matche bien par rapport à nos besoins, donc comme le disait tout à l'heure Philippe, et ceci en fonction de la quantité restante de gaz naturel, et sachant que si on tient compte du fait que, comme j'ai déjà dit, on va recycler plus de ferraille, on aura le besoin qu'on peut estimer au niveau français, ce serait peut-être de l'ordre de 3 fois ça, 3 fois cette capacité de production sur base de DRI. Donc, des besoins en hydrogène de l'ordre de 1500 à 2000 mégawatts une fois qu'on aurait mis en œuvre tout cela, si on a la capacité de le faire d'un point de vue financier. Donc, si je veux conclure, pour donner un peu les principaux drivers décisionnels pour nous pour aller vers ces investissements significatifs, en particulier donc sur le DRI, c'est la disponibilité en quantité suffisante de l'hydrogène vert ou bas carbone. Donc on va dire agnostique sur ce sujet-là. Pour nous, c'est avoir un hydrogène pour lequel il y a eu peu de CO2 émis. Si on doit émettre 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène, on voit le gain en termes d'émissions de CO2 au global est nul, voire négatif. C'est la question du prix. Et donc, la question des modalités de financement donc de nos CAPEX, mais également les modalités de financement de nos coûts d'opération. Tout à l'heure, Gabriel a parlé de contrats pour différence, et c'est ce que l'on milite, c'est pourquoi on milite au niveau européen, d'avoir la possibilité, comme ça se fait dans l'énergie par exemple, avec la centrale Hinkley Point en Grande-Bretagne, de pouvoir compenser les surcoûts par rapport à la filière classique et par rapport à la compétition internationale. Philippe l'a mentionné aussi, il a les modalités d'approvisionnement long terme en électricité bas carbone ouverte, et ça c'est vrai pour l'hydrogène, mais également pour nos procédés industriels également, puisque je ne l'ai pas précisé, mais quand on met en œuvre un DRI, derrière on a besoin d'un four électrique. Donc si on a un four électrique, on consomme plus d'électricité que dans la filière au fourneau. Et puis, donc j'ai parlé des modalités de soutien public, et de façon générale, il faut avoir bien en tête que ce n'est pas seulement un projet. Il faut avoir une vision transversale et qu'il faut avoir une vision globale de comment soutenir l'ensemble de la feuille de route, parce que, comment j'ai parlé de CCS,
Le CCS sera nécessaire en complément du DRI. Si on n'investit que dans un DRI, par exemple à Dunkerque, le site ne sera pas viable. Il faut vraiment considérer dans son ensemble pour que le plus rapidement possible, le site, comme le site de Fos-sur-Mer, soit décarboné. Et puis enfin, j'ai déjà dit, le level playing field international, avec mise en œuvre de protection aux frontières, les modalités de l'ETS, donc le marché de quotas de CO2 que la Commission européenne est en train de réformer, et ne pas se tirer une balle dans le pied, augmenter trop vite les prix, augmenter trop vite le nombre de quotas à payer sur le marché pour nos industries et les règles de commerce international. Donc voilà, c'est une image un peu globale qui est nécessaire de mettre en œuvre en termes de politique publique, avec bien sûr un focus particulier sur quelle quantité d'hydrogène mettre en œuvre, quand et puis à quel prix. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer à un échange autour de différentes questions et je mélangerai certaines questions qui me sont venues en vous écoutant ainsi que les questions qui ont été posées. Je vais d'abord me risquer un exercice de synthèse. Il y a plusieurs questions qui interrogent finalement la place que l'on semble vouloir donner à l'hydrogène dans le mix énergétique français et qui en particulier l'interrogent par rapport à celle de l'électricité. Les questions mettent en avant le fait que on a des enjeux métiers et on est déjà aussi face à ces enjeux dans le nucléaire avec une question sur la pertinence finalement de partir sur deux filières, un transport qui finalement serait peut-être pas si économique que ça parce que oui c'est un gaz mais avec une moindre densité par rapport au gaz naturel et du coup un questionnement sur l'efficacité économique du transport de l'hydrogène par rapport à celui de l'électricité, des questions juste sur la perte, l'efficacité globale de cette énergie qui, en tout cas lorsqu'on parle d'électrolyse, en fait, implique des étapes de transformation et même si Coubertin n'était pas d'accord, à chaque fois que l'on transforme de l'énergie, on a une forme de perte, ainsi que des concurrences d'usage finalement avec l'électrification et l'électrolyse en particulier qui en fait appellerait encore plus d'électricité et qui du coup finalement ne serait pas forcément une solution. Donc, je souhaitais vous demander votre avis et votre position sur cette concurrence entre l'hydrogène et l'électricité et la pertinence des arbitrages entre les filières qui seraient faits. Je vais être très clair, l'hydrogène ne fera pas tout, mais sans hydrogène, on ne réussira pas la transition énergétique. Je m'explique. Tous les modèles de prospective, je ne vais pas citer l'ensemble des organismes qui en font, montrent qu'à l'horizon 2050, on va vers plus d'électricité. Actuellement, l'électricité a une part de 20 à 25% dans la consommation finale d'énergie. Cette part, elle va croître à l'horizon 2050 à hauteur de 50 à 60% de la consommation finale. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite les 40 à 50% qui restent? Ce sont des moyens renouvelables. Alors, c'est de la chaleur renouvelable, ce sont des gaz renouvelables. Ce que j'appelle gaz renouvelable, c'est à la fois le biométhane, tout ce qui est issu notamment de la biomasse, et également l'hydrogène. L'hydrogène produit éventuellement à partir de la biomasse, l'hydrogène bas carbone produit par tout moyen. Gabriel a cité, Stéphane également cité l'utilisation du CCS ou du CCU, Carbon Capture and Storage, Carbon Capture and Utilization. Donc tout moyen qui permettent de faire de l'hydrogène bas carbone. Dans la plupart des modèles de prospective, l'hydrogène occupe une place de l'ordre de 15%. L'Europe, quand l'Europe a publié sa stratégie, elle annonçait 13 à 14% à l'horizon 2050. L'AIE est dans ces mêmes eaux. Enfin, disons, la plupart des modèles donnent ça. Donc, il faut arrêter de dire que l'hydrogène a une vision impérialiste et va tout faire. L'hydrogène, c'est 15% à l'horizon 2050. L'hydrogène, Gabriel l'a dit, ce n'est pas une énergie primaire, c'est un vecteur énergétique, il faut le produire. Et évidemment, quand on dit production, on dit à la fois rendement, donc baisse d'efficacité, et on dit également émission de gaz carbonique.
pour pour la plupart des procédés. En tenant compte de ça, l'hydrogène se placera bien là où l'électricité ne pourra pas faire le job. C'est où? C'est dans un certain nombre de secteurs industriels. Demandez à Stéphane comment on réduit du minerai de fer avec simplement un courant électrique. Je pense qu'on va avoir un peu de mal. Demandez à un chimiste comment il fait de l'ammoniac avec un courant électrique. Je pense qu'on va avoir un peu de mal. Comment on va faire marcher un porte-container avec des batteries. Je pense qu'aussi on va avoir un peu de mal. Donc, il faut réserver l'hydrogène à ce qui est où il est le plus approprié, c'est-à-dire un certain nombre de secteurs industriels et pour la mobilité lourde ou intensive. Qu'est-ce que j'appelle mobilité lourde? Ce sont les bus, mais même pas tous les bus. C'est les bus avec des parcours relativement longs ou avec un relief relativement accidenté. C'est les camions, c'est les bennes à ordures, c'est les engins de travaux publics. N'imaginez pas les demandes que nous avons actuellement de sociétés de travaux publics, les Vinci, Eiffage et autres Bouygues qui nous disent, ou également l'Oxam, qui nous disent quand est-ce qu'on a des produits à hydrogène. Parce que moi, je suis désolé, mais quand ma pelle est électrique, comment je fais pour avoir de l'électricité sur mon chantier pour recharger mes différents engins? Donc, la mobilité lourde ou mobilité intensive, c'est également tout ce qui est logistique du dernier kilomètre, où il faut que les véhicules tournent et tournent 24/24, ou du moins sur deux équipes. Ce sont les taxis. Interroger le patron de la société Assetco, Hype, dans laquelle Total vient de rentrer. Il a commencé avec des taxis électriques. Et l'électrique ne fait pas le job. Donc, il est passé à l'hydrogène. Il n'a pas fait ça pour se faire plaisir. C'est que l'électrique ne fait pas le job dans un certain nombre de créneaux. Donc, encore une fois, l'hydrogène ne fera pas tout, mais sans l'hydrogène, on ne réussira pas. Je vais faire des réponses courtes parce que sinon, on n'aura pas l'occasion de faire beaucoup de réponses. Merci. Madame Gauthier, Monsieur Delperroux, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, la réponse de Philippe est absolument parfaite. Pour nous, il n'y a pas de concurrence entre l'électricité et l'hydrogène. Hein. Il y a formidable complémentarité, comme je vous l'ai dit, complémentarité avec les renouvelables, complémentarité avec… c'est vrai que dans les usages finaux, il faut souvent, l'hydrogène est un élément de l'usage final. Mais il y a dans chaque transformation, alors on dit perte de rendement, oui, il y a une perte de rendement. Quand on fait on est en train de faire les calculs de chaîne pour fournir un des usages importants de l'hydrogène, c'est l'ammoniac. Parce qu'on n'a parlé que de l'hydrogène, mais en fait, l'hydrogène le marché de l'ammoniac va exploser parce que l'ammoniac se transporte plus facilement. Un pays comme le Japon est en train de massivement demander l'hydrogène pour l'ammoniac et pour alimenter en fait ces CGT, ces centrales à charbon, pour injecter de l'ammoniac, donc de l'hydrogène dedans. Alors, à chaque fois qu'on transforme et qu'on va retransformer, c'est vrai que pour transporter cette chaîne, on va transformer l'hydrogène en ammoniac, ensuite on va transporter par bateau de l'ammoniac, et ensuite on espère qu'on ne va pas retransformer l'ammoniac en hydrogène, parce que alors là, c'est des pertes de rendement terribles, on perd un tiers déjà donc, dans cette chaîne. Oui, il y a des pertes, mais l'hydrogène est essentiel pour fabriquer cet ammoniac qui a des qualités peut-être de transport. On n'a pas parlé de la sécurité également sur l'hydrogène, l'ammoniac aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est un complément. Je pense que c'est stupide de dire qu'il y a concurrence. C'est un enabler, un vecteur. Philippe, tout ce qu'a dit Philippe est parfait. Effectivement, ça ne fera pas toutes les mobilités. On est persuadé que ça fera les grosses mobilités, pas toutes. Et donc la voiture électrique individuelle se développera, la mobilité légère électrique se développera, mais la mobilité hydrogène a toute sa place dans les usages que Philippe a décrits, c'est-à-dire transport longue distance, les trucks. On a investi dans Horizon Motors, nous, par exemple, parce qu'on croit aussi que c'est… Et puis dans Hype, on l'a vu, mais Hype, c'est plus pour prouver une flotte captive. La voiture individuelle, en Asie, elle se développe rapidement, mais il n'y a pas vraiment concurrence entre les deux, il y a complémentarité. L'ammoniac pourrait servir notamment pour
la propulsion des gros porteurs, enfin des gros bateaux. C'est ça. La production des bateaux. On est en train, nous, d'inventer des bateaux, d'imaginer la construction de bateaux, parce que la décarbonation du transport maritime, Total, c'est important. Le transport d'ammoniac par un bateau, lui-même fueled à l'ammoniac, c'est un peu à ça qu'on réfléchit. Voilà. C'est vrai. Et si je veux me compléter sur la partie usage industriel, en tout cas pour la sidérurgie, ce que j'ai mentionné, l'hydrogène, c'est un agent réducteur. C'est pas un usage énergétique. Non. Alors on a, pour répondre à Philippe, produire de l'acier primaire à partir d'électricité pure. On a un projet à Mézières-les-Messes, mais ça s'appelle Siderwind, c'est du très long terme. C'est du très très long terme. Sinon, on a exploré aussi également la possibilité d'utiliser de la biomasse dans le haut fourneau, mais ça fait des millions de tonnes de biomasse par an, et c'est pas possible. Non. Merci. Plusieurs questions ont été posées sur les différentes technologies. On parle d'hydrogène bas carbone et vous avez mentionné globalement l'électrolyse, mais aussi des procédés qui partent du gaz avec captage du CO2. Je pense que l'auditoire aimerait avoir un peu plus de détails sur votre avis sur les perspectives pour ces deux technologies. D'un côté, vous avez dit on commence en faisant les deux, mais le but de ne faire que du vert. Donc, quel est votre vision là-dessus, et est-ce qu'elle est en adéquation avec les endroits où vous voyez les pouvoirs publics français prêts à mettre du soutien? Tout ce qui produit de l'hydrogène sans rejeter de carbone est bon. Faut quand même pas trop se faire de nœuds au cerveau. L'ennemi, c'est le carbone. Et comme disait Stéphane, il faut un level playing field harmonisé au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pénaliser les industriels en Europe sur le coût du carbone et puis laisser faire ailleurs. Donc, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui sera l'enjeu notamment de la présidence française au premier semestre l'an prochain, va être assez fondamental sur ce point-là. Il y a essentiellement trois moyens qui tiennent la corde sur la production d'hydrogène bas carbone. C'est évidemment la production par électrolyse, pour autant que vous utilisez de l'électricité décarbonée. Peut-être donner quelques chiffres sur la production de carbone à partir de la production de carbone lors de la production d'électricité. Si vous faites avec des panneaux, si vous faites avec du nucléaire ou de l'hydraulique, c'est de l'ordre de 6 grammes par kilowattheure. Avec de l'éolien, c'est entre 14 et 16 grammes par kilowattheure. Avec des panneaux photovoltaïques, la base carbone de l'ADEME donne 55 grammes. Je pense que c'est trop fort. Je pense que cette base doit être mise à jour. Je pense que c'est de l'ordre de 20 à 40 grammes maximum. Le mix français, c'est de l'ordre de 50 grammes et le mix européen, c'est 360 grammes. Ça veut dire que quand vous faites de l'hydrogène par électrolyse avec le mix européen, vous produisez 20 kg de carbone par kilo d'hydrogène, ce qui est le double de la production par les méthodes soi-disant mauvaises d'hydrogène gris. Comme disait Gabriel tout à l'heure, c'est 10 kg par kilo d'hydrogène. Donc, il faut bien faire attention, il faut bien avoir de l'hydrogène, il faut bien avoir de l'électricité décarbonée pour faire de l'hydrogène décarboné. Donc, ça, c'est l'électrolyse. C'est clairement la voie qui est privilégiée par le gouvernement français et qui sera favorisée par donc tout le programme de soutien. Il y a une voie qui est moins chère et plus rapide, c'est tout ce qui est lié au CCS et CCU. Alors ce que je dis là est peut-être pas très politiquement correct, mais en tout cas, c'est assez reconnu même au niveau européen. C'est-à-dire que dans une phase transitoire, qui sera plus ou moins longue, on peut admettre d'avoir plusieurs techniques en parallèle, et notamment cette technique de CCS, donc de Carbon Capture and Storage. On pense qu'en France, ça sera, paraît difficilement imaginable de stocker sur le sol français, mais il y a notamment en mer du Nord, Gabriel le dira mieux que moi, des capacités de stockage dans les gisements épuisés.
Ça se fait depuis des années, les pétroliers font ça très bien depuis des années, et il y a là des possibilités intéressantes, au moins dans une phase transitoire, pour lancer le développement. Et puis il y a une troisième voie qui émerge, c'est à partir de la biomasse. Ce sont les techniques de pyrogasification qui commencent à émerger et des techniques de thermolyse de la biomasse. Il y a une société dans l'Est à Vitry-le-François, qui s'appelle la société Hafner, qui développe un procédé qui va bientôt démarrer à Strasbourg. Donc pour l'instant, c'est un pilote, mais ça paraît très prometteur. Il y a d'autres techniques, je ne veux pas être trop long, vous pouvez également travailler sur la pyrolyse du méthane, c'est-à-dire non pas casser la molécule de méthane en CO2 et hydrogène, mais en carbone et hydrogène, et utiliser ce carbone dans l'utilisation qui existe déjà, dans les encres, dans les pneus, mais également dans l'agriculture. On peut faire de l'hydrogène à partir d'algues, enfin il y a au moins une dizaine, faire à partir de micro-ondes. On peut également, c'est ce qu'ils appellent des plasmas froids, on peut produire également de l'hydrogène. Il y a une dizaine de façons de faire de l'hydrogène. Il faut décoller l'atome d'hydrogène, soit du carbone, soit de l'oxygène. Peut-être, merci Philippe, parce que je pense que je ne vais pas revenir sur les différentes techniques de construction, mais je pense qu'il faut lever le nez là, du territoire national et regarder ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que, d'abord, toutes les projections de l'Hydrogen Council montrent qu'on aura, c'est pas transitoire le bleu, on aura même en 2030, sur les 100 millions de tonnes de production prévue, il y aura 50-50 bleu et vert, en gros. Le nucléaire étant réservé quand même à des pays, les pays mis sur le nucléaire, et c'est de l'hydrogène décarboné, c'est pas parce que Total n'en fait pas que oui, il faut utiliser je vois des questions sur le nucléaire, je pense c'est une énergie décarbonée et il faut absolument que la France mise sur cet avantage compétitif qu'il a avec du nucléaire peu cher, etc. Donc voilà, voilà. Par contre, en 2030, il y aura toujours 50-50 de bleu et de vert. Et en 2050, même si le vert, il y a un certain nombre de pays qui n'ont voulu réserver leur plan de relance qu'au vert, et je pense que c'est se tirer une balle dans le pied, parce qu'on n'arrivera pas à fournir tout ce qu'il faut avec du vert. Ne serait-ce que pour une question de surface. Le vert nécessite des surfaces renouvelables énormes pour fournir le monde en hydrogène. Donc pour le moment, le sujet, c'est qu'il y a une demande plus forte que la production. Donc il faudra les deux, même si en 2050, peut-être qu'il y aura 2 tiers de vert, 1 tiers de bleu, mais il y aura toujours du bleu. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des grands pays dans le monde. Je peux vous dire que le Japon, la Corée, ils regardent des projets très importants avec des pays qui sont très gaziers, comme la Russie ou le Moyen-Orient, et qui sont totalement agnostiques sur l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'ils veulent, et que pour le moment, l'hydrogène bleu, c'est-à-dire avec captage du réformage du méthane, captage de la chaîne CCUS, est quand même moins cher dans toutes les projections que le vert, beaucoup moins cher même. Et il est décarboné. Alors, il y a le sujet le bottleneck, c'est les capacités de stockage. Mais je peux vous dire qu'il y a des pays, l'Angleterre a énormément de projets bleus, et nous sommes dans des projets bleus dans le nord de l'Écosse, à Net Zero Teesside, Humberside, donc à nos portes. Les Pays-Bas, les Netherlands, le Danemark, a des projets bleus en aidant les consommateurs et la taxonomie va permettre d'aider à faire des contracts for difference, même pour des contrats d'énergie et d'hydrogène bleu. Donc, on est en train de réfléchir à des systèmes, je suis en train de réfléchir avec mes équipes à des systèmes avec l'administration, le ministère anglais, à des contracts for difference pour de l'hydrogène bleu. Donc, il ne faut quand même pas qu'on… Alors, la France a du mal parce qu'effectivement, on n'a pas de lieu de stockage. La différence, d'ailleurs, il faut qu'on fasse attention, c'est que l'Europe redevient, et les pays, très souverains, et que le bottleneck, ça va être les capacités de stockage de ce CO2, que ce soit d'ailleurs pour produire de l'hydrogène bleu ou pour stocker le CO2 des aciéristes, des cimentiers, etc. Et que les tonnes de CO2, les pays sont en train de se faire des réserves et des stockages pour leurs propres industries, et les tonnes de CO2 ne vont pas franchir les frontières aussi facilement. Donc, nous tirons la sonnette d'alarme
des pouvoirs publics français sur ne pas banner, ne pas se tirer une balle dans le pied en disant on ne veut surtout pas du CO2. Et j'ai eu une discussion très intéressante avec le directeur de l'énergie allemand, qui disait, oh là là, nous, avec les grunes, on ne peut absolument pas envisager le CCUS, etc. On va exporter nos tonnes. Et d'ailleurs, on est en train de les aider à exporter leurs tonnes et à partir de notre raffinerie de Leuna, de chiffrer ce que pourrait être le transport de CO2 vers la mer du Nord et vers soit la Norvège, puisque c'est là qu'on a le premier gros projet Northern Lights européen, commercial. On a pris la FID d'un gros projet avec Shell et Equinor en Norvège. Bien sûr, ça, c'est des pays pétroliers qui ont des grosses réserves. Mais je tire la sonnette d'alarme et je pense qu'on a été entendu parce qu'on est en train, les pouvoirs publics français, je pense, sont en train de changer. Je peux vous dire que les pouvoirs publics allemands aussi, parce qu'ils voient qu'ils ne vont pas tout pouvoir, même malgré c'est un pays très renouvelable, ils se disent on ne pourra pas faire et atteindre le 2 degrés sans le CCUS en général. Là, ce n'est pas que l'hydrogène, hein, mais sans le CCUS et sans le captage et la recherche active de réserve de stockage du CO2. Même si pour nous, ça a une connotation, bien sûr, onshore, d'acceptabilité sociétale. Et il faut que la France ne soit pas naïve sur le sujet et qu'elle se mette, et je pense qu'elle est en train de se mettre en marche, à rechercher des réserves souveraines. Parce qu'à un moment donné, ça va se cristalliser sur ce sujet. Donc, pour pouvoir stocker et pour pouvoir maintenir la compétitivité de l'industrie, la cimenterie, aciérie nationale également. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas être ayatolesque sur la couleur. Oui, bien sûr, on va massivement vers du vert, quand on peut, qui aujourd'hui est plus cher, en tout cas dans nos géographies. Dans nos géographies. On envisage des gigaprojets ailleurs, dans d'autres géographies, avec une baisse du coût de l'électrolyse, une massification des renouvelables, etc. Mais on a besoin, et on aura besoin, et les scénarios de l'AUE viennent de changer d'ailleurs sur ce sujet-là, puisqu'ils montrent le besoin qu'a le monde, et en particulier notre continent et notre pays, en termes de stockage de CO2. Voilà. Indépendamment, là, on sort peut-être même du sujet d'hydrogène bleu, mais la production d'hydrogène bleu, et il y aura des productions massives, je peux vous dire, d'hydrogène bleu, de pays gaziers et de pays qui sont en train de se faire des réserves massives de stockage de CO2, et on ferait bien de regarder ça aussi. Oui, pour compléter, moi j'ai déjà dit tout à l'heure, au niveau d'ArcelorMittal, on est agnostique également sur la question de la couleur de l'hydrogène. Pour nous, l'important, c'est de se décarboner de façon compétitive. Bon, ce n'est pas compétitif, on ne va pas se décarboner. Et donc, le premier point, c'est le bilan carbone. Donc, il faut que l'hydrogène soit produit en émettant peu ou pas de CO2. La question de la disponibilité par rapport à nos besoins. Si on peut avoir de l'hydrogène vert disponible tout de suite, tant mieux, mais ça semble compliqué étant donné les besoins qui sont les nôtres à moyen terme. Puis la question du coût. Après, la question du coût, voir combien coûte la production de tel ou tel hydrogène. Mais voilà, pour nous, l'important, c'est se décarboner de façon compétitive. Donc, l'hydrogène disponible en émettant peu ou pas de CO2 et un coût compétitif. Donc, ces trois paramètres pris en compte, on n'a pas de préférence de couleur. Merci beaucoup. Je vous propose d'emmener la discussion sur le terrain de l'infrastructure. Monsieur Bouclé, vous avez dit qu'il fallait faire un marché et avec une question sur l'acheminement, vous êtes plusieurs à avoir évoqué d'abord des projets où finalement la production, la consommation ne sont pas forcément très éloignés, puis peut-être un peu plus de distance. J'aimerais entendre votre avis sur le schéma d'infrastructure qui va derrière ça. Est-ce que chaque producteur et consommateur se mettent en lien tout seul? Est-ce que il faut une infrastructure partagée et si oui, comment est-ce qu'on y arrive? Le schéma actuel, c'est le développement de bassins et dans la tête de certains, de bassins qui ne sont pas interconnectés. Cette vision-là, elle est très temporaire, voire même fausse. Pourquoi? Parce qu'un industriel, il a besoin de l'hydrogène 365 jours par an, à très peu près. Et donc, il faut, et si on veut alimenter avec des solutions renouvelables, RTE nous dit l'éolien, c'est 2000 heures par an. Le photovoltaïque, c'est 1250 heures par an. Et l'éolien offshore, on peut espérer 4000 heures par an. À ma connaissance, ça ne fait pas 8760 heures par an.
Et donc, il faudra, ne serait-ce que pour des bassins tels que je les décrivais tout à l'heure, des bassins qui vont être quand même d'envergure, hein, autour de Dunkerque, autour du Havre, même jusqu'à Paris, en incluant l'aéroport de Roissy. Il vous faudra des moyens de stockage. Donc, il faut à minima lier les gros consommateurs avec des moyens de stockage significatifs de façon à assurer une sécurité d'approvisionnement. C'est fondamental pour Stéphane le confirmera, c'est fondamental pour le fonctionnement de l'industrie. Au-delà de ça, une infrastructure, et on le voit bien dans le gaz naturel et dans l'électricité, il y a un marché. Et ce marché, il ne fonctionne que s'il y a une infrastructure sous-jacente qui permet les échanges donc entre producteurs et consommateurs et donc pour développer la concurrence. Donc cette infrastructure, elle sera nécessaire. Les opérateurs gaziers y travaillent. Ils ont fait récemment ils ont sorti récemment une deuxième étude. C'est basé sur le travail de 23 opérateurs gaziers en Europe. Qui prévoit à l'horizon 2040 une infrastructure de l'ordre de 40 000 kilomètres de canalisation consacrée dédiée à l'hydrogène. Ce réseau serait fait pour partie de canalisation réutilisée. On va vers une décroissance du fossile, on va vers une décroissance de l'utilisation du gaz naturel, donc des capacités vont se libérer. Donc ce réseau de 40 000 kilomètres serait entre les 2 tiers et les 3 quarts des canalisations réutilisées et pour un tiers ou un quart des canalisations nouvelles de façon à connecter ces différents bassins, mais également permettre l'importation. Je peux peut-être faire un développement sur le coût de l'hydrogène. Stéphane disait actuellement l'hydrogène, il est à peu près 3 fois plus cher que ce qu'on peut admettre. Qu'est-ce qu'il peut admettre? Il peut admettre de l'hydrogène au coût de l'hydrogène gris, c'est-à-dire de l'ordre de 1,5 € du kilo. Bon. L'hydrogène, c'est de l'électricité faite gaz. C'est-à-dire, c'est pour 2 tiers à 3 quarts du coût de l'électricité et pour 1 tiers à 1 quart des CAPEX et OPEX d'électrolyse. Si on le fait par électrolyse. Il faut 55 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène. Si votre électricité vaut 100 € du mégawattheure, la composante électricité, le prix d'électricité dans le prix de revient du kilo d'hydrogène, c'est 5,5. Bon, évidemment, on ne va pas calculer à 100 € du mégawattheure, mais calculons à 50. La reine, c'est 42. 40, oui, c'est de l'ordre de 42. Mettons 50, en additionnant le TURP, etc. 50, ça vous fait déjà 2,75. Si à ça, vous ajoutez le coût des CAPEX de l'électrolyseur, vous arrivez assez facilement entre 4 et 6 €. Donc, c'est le x3 qu'indiquait, c'est même parfois x4. Par contre, si vous produisez cette électricité, non pas avec de l'électricité du réseau à de l'ordre de 50 € du mégawattheure, mais par exemple en Espagne ou au Portugal, voire même en Afrique du Nord, vous avez des appels d'offres qui sortent à 10 à 15 € du mégawattheure. Ce n'est pas 2,75 la composante. Cette fois, c'est 0,55, 10 €, enfin, donc 0,55 auquel vous ajoutez de l'ordre de 1 à 2 € et vous arrivez dans des coûts qui sont comparables à à l'hydrogène gris actuel pour lequel donc les industriels sont prêts à prendre. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est fait en Espagne. Donc combien coûte le transport d'hydrogène par canalisation? Les calculs que nous montrent les transporteurs de gaz montrent que si on transporte des grandes quantités, c'est plusieurs millions de tonnes par an. Le coût est de l'ordre de 0,1 à 0,2 € par kilo et par 1000 km. Et dans ces conditions, on peut espérer, et c'est une demande des Allemands, on peut espérer être un pays de transit pour l'Allemagne d'hydrogène produit en Espagne. J'ai donné beaucoup de chiffres, mais je pense que c'était utile au débat. Merci. Est-ce que votre intervenant souhaite rajouter quelque chose sur ces infras? Sur les infras, non, mais c'est ce que je disais, je rejoins
absolument la vision de Philippe et les schémas qu'on est en train d'imaginer en fait sont ceux-là. C'est-à-dire qu'il y a une temporalité de même c'est-à-dire qu'on va commencer effectivement peut-être par des bassins et puis quand ça va se développer, effectivement, c'est indispensable que ces bassins soient interconnectés. Et donc les infrapartagés, oui, il faut que les infrastructures, déjà les canalisations et les tuyaux de gaz en Europe, ils doivent être mutualisés. Donc ça, c'est indispensable. Donc là, oui, il y a une mutualisation indispensable, l'interconnexion. Et puis, on est en train de réfléchir à des transports plus transcontinentaux donc comme le gaz, donc bateau, avec de nouveaux modes de transport propres, comme l'ammoniac. Donc voilà. Et ça a un coût. Même si cette transformation a une déperdition, comme je le disais. Et ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, les projets, même des grands pays producteurs, on envisage des projets avec plusieurs phases. Une première phase locale et une deuxième phase d'import-export, plus transcontinentale même. Voilà. Et donc, à l'échelle de l'Europe, c'est la même chose. Et il faut là aussi réfléchir avec des fonds d'infra. Nous, on a besoin que ces transports se développent. On a besoin que soit des capacités se libèrent dans un réseau déjà existant, donc réfléchir à quels sont les infras qui peuvent être réutilisés, mais effectivement, ou mutualisés. Voilà. Il y a toute une réflexion à avoir sur le transport de cet hydrogène, comme il y a eu un transport c'est indispensable. On n'aura pas des hubs autonomes. Ça, je pense que à terme, ce n'est pas viable. Merci. Je voudrais reprendre une question sur les chiffres. Ah, allez-y, monsieur. Oui, il fallait juste compléter sur les. Je suis tout à fait d'accord avec cette question de temporalité. Si dès le milieu de la décennie, on était capable d'avoir des réseaux interconnectés avec de l'hydrogène suffisant, j'ai envie de dire banco, mais je pense qu'on va devoir aller petit à petit avec des hubs et après de façon interconnectée, sachant que pour nous, l'important, c'est d'avoir un approvisionnement relativement continu. On peut avoir un backup en gaz naturel, mais il faut quand même avoir un approvisionnement continu. Donc, d'où l'importance à terme d'avoir un réseau le plus interconnecté possible. Et j'en profite pour rebondir sur la question du coût soulevée par Philippe. Ça me permet de répondre à une question dans le chat sur le fait que si on n'a pas un hydrogène à un coût suffisant, le coût final, même subventionné lui-même, d'où la question, l'importance des contrats pour différence et de l'aide au fonctionnement pour nous, qui vient en complément. On pourrait répondre à la question en complément d'une aide au CAPEX dont on a besoin. On a besoin des deux. Et donc, je pense qu'il y a un besoin d'aide au CAPEX au fonctionnement pour la production, mais également pour la consommation de l'hydrogène. L'aide est absolument nécessaire pour cette phase de démarrage et elle va durer de l'ordre de 10 ans. Et il faut se projeter au-delà et être sûr que cette aide ne sera plus nécessaire au-delà. Et justement, si on parle de ces aides, on a parlé de 7 milliards d'euros en tout et 2 milliards d'ici 2022. Monsieur Del Perou, vous faites des pilotes à 300 millions d'euros. Du coup, on en fait 3, 7, 10. Comment est-ce que finalement les moyens qui sont mis en œuvre par la France sont vraiment suffisants face au mur de CAPEX et aux compléments d'OPEX dont vous semblez avoir besoin? Donc, le chiffre de 300 millions, c'est l'ensemble des pilotes développés pour le moment par ArcelorMittal, pas que pour l'hydrogène de façon générale, CCU, CCS, etc. Le besoin en investissement, c'est plutôt 1 milliard d'euros par DRI. Donc, si on parle on va dire un premier à Dunkerque, après l'idée c'est d'en avoir plusieurs au niveau national d'ici la fin de la décennie ou au début de la décennie suivante. Donc, ça peut être 2-3 DRI. Après, j'ai envie de dire c'est une question de coût-bénéfice. C'est que c'est à l'État également de voir quel est le ROI. Entre mettre 1 euro, c'est l'euro de subvention par tonne de CO2 évité. Combien ça coûte de subventionner cet investissement dans la sidérurgie versus de l'électromobilité, versus de la rénovation thermique. Et nos analyses, sans avoir de chiffres à donner là, mais notre analyse est que, étant donné les volumes qui seraient admissibles, on va dire, en termes d'émissions, je parlais de quasiment 3 millions d'émissions réduites pour un DRI à Dunkerque. On a un coût, un ROI qui est très intéressant également, avec une probabilité d'y arriver, ce que je disais par rapport à la rénovation thermique qu'il faut faire à terme, mais qui est plus diffuse, qui est plus difficile, dont on a moins de certitude d'y arriver. Là, on est sûr, avec un certain ROI. Après, c'est aux politiques publiques de décider si ça vaut le coup ou pas. Après, il y a la question de l'emploi, de la souveraineté nationale qu'il faut mettre également dans la balance. Bien sûr, on parle de purement économique. C'est cette question de ROI et de probabilité de mise en œuvre.
il ne faut pas confondre en fait le montant de subventions annoncées et puis regarder le montant des investissements en milliards, effectivement. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut la subvention, ce n'est pas forcément des subventions de CAPEX, il faut des subventions d'OPEX dans le long terme. Donc, c'est quelque chose dans le temps. Et donc, si on a des contract for difference sur 15-20 ans, comme on a eu dans le renouvelable, ça peut aussi aider. Et puis, c'est ça qui attirera des fonds d'infra privés. C'est indispensable pour que les industriels puissent déconsolider ces investissements. Donc, c'est ces montages-là qu'on est en train de travailler avec l'administration, avec des gens qui ont l'administration anglaise, avec les Néerlandais, et la France est un peu en retard sur ces montages-là. L'Allemagne est en train d'envisager, comme je disais, avec cette société qui s'appelle Hydrogène, et Philippe a peut-être plus d'infos là-dessus, Hydrogène Intermediary, qui va jouer ce rôle avec 1 milliard d'argent de subventions publiques, ce rôle d'intermédiaire entre des contrats d'achat long terme et des contrats de fourniture court terme. Voilà. On devrait peut-être regarder des choses comme ça. Et je sais que l'administration française commence à regarder quel modèle pourrait prendre ces contrats for difference. Il s'agit, nous, des forces de proposition sur ce sujet-là. Faire effet de levier avec l'argent public sur de l'argent privé sur le long terme. Je pense que l'exemple avec la comparaison avec le renouvelable est très bien. Effectivement, on a commencé. On en a eu besoin. On voit qu'aujourd'hui, il y a des projets qui sont rentables sans subvention. Donc, c'est trop rentable et donc voilà. L'administration, absolument. Je pense qu'il faut imaginer il faut s'appuyer sur des modèles comme ça. Et en espérant qu'au niveau international aussi, le coût du CO2 soit aussi pris en compte ailleurs et qu'à terme, ça rééquilibre les choses. Voilà. On n'en a pas parlé parce que ça, c'est clé. C'est qu'il faut qu'on plaide pour un tarif du CO2 qui rende la rentabilité de ces projets. Il ne faut pas se leurrer. Elle est aussi liée au prix elle est très liée à The Elephant in the Room, c'est le coût du CO2. Et payer le juste prix du CO2, c'est vrai. En termes de soutien public, on peut toujours dire que c'est pas assez. En tout cas, ce qui a été annoncé par les deux ministres en septembre dernier correspond tout à fait à la vision que l'association, la filière, avait développée en juillet de l'an dernier dans un manifeste que vous pouvez trouver sur le site de France Hydrogène, qui est pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent. Qu'est-ce que nous disions? Nous disions, l'exercice que nous avons développé, c'est que faut-il faire pour réaliser un des objectifs de la loi énergie-climat, qui dans son article 1 stipule qu'à l'horizon 2030, 20 à 40% de l'hydrogène devra être décarboné. Qu'est-ce que ça implique en termes d'investissement? Nous avions estimé les investissements de l'ordre de 24 milliards, et dans la mesure où les technologies sont matures mais encore trop chères, je l'ai suffisamment dit, il fallait un soutien public venant des régions, de l'État ou de l'Europe. Et nous avions estimé un soutien public global de l'ordre de 10 milliards, se répartissant à hauteur de l'ordre de 7 milliards soutien au CAPEX et à hauteur de 3,5-4 milliards soutien aux OPEX, c'est-à-dire ce que Gabriel et Stéphane mentionnaient, c'est-à-dire cette différence de coût entre l'hydrogène vertueux, qui est encore 3 à 4 fois plus cher que l'hydrogène gris, et donc cette différence de coût entre l'hydrogène vertueux et l'hydrogène gris. Et donc, on constate aussi que ce soutien de 7,2 milliards est quand même très cohérent avec ce qu'on voit dans d'autres grands pays. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Allemagne. Donc, nous considérons qu'il est bien dimensionné dans cette étape-là. Merci beaucoup. Je vois l'heure et pour qu'on ne commence pas tous notre journée en retard, je vous propose que l'on conclue cette séance. Merci à tous pour vos questions ainsi que vos interventions. Je vais laisser la place à Eric, directeur de la chaire Gouvernance et Régulation. Non, mais je vais être très bref. D'abord pour remercier les trois intervenants et Catherine Galano pour cette matinée, puisqu'on ne peut plus parler de petit déjeuner très intéressante, et qui laisse supposer que nous aurons à reparler de ces sujets à l'avenir. Juste pour souligner que
Pour ce qui concerne l'année académique qui se termine dans quelques semaines, c'est le dernier petit déjeuner de la chaire. En revanche, nous aurons sans doute à nouveau des événements plus courts en fin de journée d'ici le 14 juillet. Et puis, la prochaine réunion de la chaire sera une matinée, enfin une journée entière en fait, peut-être en présentiel, en tous les cas certainement en bimodal, le 23 septembre sur un sujet énergétique à nouveau qui est numérique et électricité. C'est une conférence qui sera co-organisée avec le Conseil général de l'économie et où on va parler justement des modèles économiques. Le sujet sera organisé. Pardon. Où on abordera en fait une question qui a été évoquée ce matin, qui est le fonctionnement en fait d'une industrie énergétique décentralisée. Voilà. Merci à nouveau à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouveaux événements et puis évidemment pour la synthèse de cette réunion de ce matin.